copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. On la décortique, on l'analyse, on la traite en profondeur. Alors forcément, pour en parler de la façon la plus complète et détaillée qui soit, soyez prévenus, on va spoiler. Et si vous n'aimez pas ça, on vous recommande de nous écouter après avoir vu le film. À mes côtés, une équipe à l'ancienne, c'est un peu notre cadeau de Noël de les retrouver presque tous ensemble. J'ai le plaisir de retrouver Arnaud. Salut Clémence, salut tout le monde. Ça faisait longtemps, hein. Ah bah oui, je suis content d'être dans Sale Temps pour un film. Je suis content. On retrouve aussi, on est content aussi de t'avoir avec nous. On retrouve aussi Julien. Salut Clémence. Rafik. Salut Clémence. Et Stéphane n'est pas là, donc pas Stéphane. ça c'est T'es étonnant. pas habitué. Mais oui. T'as oublié de le biffer. J'avais prévu qu'il soit avec nous, et puis finalement non. Où est-il Quelqu'un a des nouvelles de Stéphane? Ah, je pense qu'il est dans la pièce juste à côté. À la technique, celui qui œuvre sans relâche pour nous livrer chaque semaine notre lot d'émissions parfaitement montées, mixées et bien emballées. Bonjour Alain. Bonjour à tous. Il était très attentif à la façon avec laquelle tu le présentes. Fais attention Clémence, fais attention. C'est pas toujours parfait, hein, moi. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Un grand merci à tous les auditeurs et les auditrices qui nous soutiennent. On ne le dira jamais assez, cette émission existe grâce à vous. Pour continuer à développer d'autres programmes originaux, intéressants et indépendants, on a besoin de vos sous. Si vous aussi, vous voulez nous aider à grandir, n'attendez plus. Rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Cette semaine, on s'attaque à un genre qu'on n'avait pas côtoyé depuis longtemps dans Sale Temps. On va parler film d'animation avec Belle de Mamoru Osada. Belle, dans la vraie vie, elle s'appelle Suzu, c'est une ado pas franchement à l'aise dans ses baskets. Elle vit seule avec son père dans une petite ville de montagne et n'a pas beaucoup d'amis. Ça, c'est dans la vraie vie. Mais il existe aussi un monde virtuel appelé You, sorte de super réseau social où se retrouvent des milliards de personnes. Et dans ce monde, Suzu devient Belle, une chanteuse superstar. Elle va y rencontrer la Bête, une créature aussi fascinante qu'effrayante. Ce film d'animation, il a donc été écrit et réalisé par Mamoru Hosoda. Si vous ne vous intéressez pas aux animés, ce nom ne vous parlera peut-être pas, mais pourtant, il a déjà une belle carrière derrière lui. Il a été recalé par les studios Ghibli à la fin des années 80, depuis ils doivent s'en mordre les doigts, et il intègre finalement Toei Animation en 91. Là-bas, il travaillera sur de nombreuses séries, dont Dragon Ball Z et Sailor Moon. Il passe ensuite au grand écran, d'abord avec 2 films dérivés de la saga Digimon, puis le 6e film dérivé du manga One Piece, Le Baron Omatsuri et l'île au secret. Il travaillera ensuite avec le studio Madhouse avant de fonder son propre studio d'animation, le studio Shizu, en 2011. Il y réalise notamment Summer Wars en 2009, Le Garçon et la Bête en 2015 et Mira et ma petite sœur, sorti en 2018 et nommé à l'Oscar du meilleur film d'animation l'année suivante. Belle est sorti il y a un petit moment au Japon, le 16 juillet pour être exact, et il arrive dans les salles françaises ce mercredi 29 décembre. Alors, est-ce que la météo est raccord avec le titre du film ? Est-ce que la météo est belle ? Alors, un mot-clé, oui, rayonnant, quoi, je sais pas. Oui, il fait très chaud. C'est bien, t'es bien, quoi. Ça te réchauffe les os, tu vois. C'est bien pour l'hiver, ça. Alors pour moi, c'est un soleil qui permet de bronzer, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi bronzer dans une salle d'UV ? C'est ça la question. Ouh. Oula. Ou alors toi, tu vas devoir nous expliquer des trucs, hein. Je crois avoir compris certaines choses. Eh ben ça tombe bien. Avoir compris Rafik. Le mystère Rafik. On va commencer par toi, Rafik. Avec cette histoire d'UV, là, tu m'as un peu... Bah écoute, moi j'aime bien Mamoru Hosoda, j'ai une grande affection pour Ame Yuki. Je trouvais que Mirai était se rattraper de toutes ses erreurs par sa grande sensibilité. Donc ça c'est un terrain sur lequel il est attendu et sur lequel on sait qu'il va d'une certaine façon délivrer. Il a un talent manifeste pour agripper les, comment on pourrait appeler ça, ce que j'appellerais les petits sentiments qui font les grands moments de la vie. Mais je trouve que il
il a une forme d'intention déterminée dans ce film. Il veut absolument faire passer un truc. Et pour ça, il est prêt à tout faire passer dans l'entonnoir, en fait. Il force son idée, il force son sujet, je trouve. Il y a toujours la sensibilité, elle est toujours là. Mais il y a des moments où, chez moi, en tout cas, l'artifice a pris le pas sur la sensibilité qui est censée être le résultat de cet artifice. C'est quoi pour toi le message qu'il veut à tout prix faire passer ? Déjà un message d'espoir, je pense, pour toute une génération qui grandit dans un nouveau monde, dans lequel les règles de l'interaction sociale, les règles anciennes de l'interaction sociale sont toujours là, mais portent le masque, qui est ce monde donc de l'internet et de la dématérialisation, de la décorporalisation, et de rappeler qu'il y a une façon de gérer nos problèmes et ce qu'on est, et la tristesse de nos existences, en utilisant ces outils pour faire bref. Mais c'est surtout, voilà, je pense que c'est surtout un message d'espoir, c'est-à-dire que on peut s'attendre, vu le sujet du film, à ce qu'on tombe dans la critique à laquelle on commence à être accoutumé. Il a dit en interview qu'il n'avait pas du tout apprécié le Spielberg, par exemple, Ready Player One. Je renvoie les gens à ce qu'on en avait dit, nous, à l'époque, parce que c'est vrai que c'est un film qui s'est fait accuser d'attaquer l'univers virtuel de front. Là où lui, c'est pas du tout son propos. Son propos, c'est vous grandissez là-dedans, mais sachez que vos douleurs, elles ont moyen d'être entendues. Donc voilà, c'est tout à son honneur, hein, de vouloir faire ça, et d'offrir à la jeune génération ces outils-là, mais je trouve que parfois ça se fait au détriment du récit. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'il parle des mondes virtuels, hein, il l'abordait Summer déjà. Wars, bien sûr, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans Digimon aussi, hein, faut pas l'oublier, hein, c'est pas non plus un film anodin pour lui, hein, dans sa carrière. Et d'ailleurs, visuellement aussi, je trouve qu'il y a de la redite par rapport à ce que Summer Wars nous avait déjà offert dans sa capacité à retranscrire justement ce monde virtuel. Ouais, puis de toute façon, ça court à travers toute sa filmo, hein, ce goût pour justement toujours entre un univers parallèle et le quotidien. Je veux dire, même dans Mirai, t'avais ça, hein, dans Le Garçon et la Bête, t'avais ça avec ces quartiers tokyoïtes. Et le monde qui se cachait derrière, il y a Summer Wars, effectivement. Il y a toujours eu ce goût-là chez lui. Après, c'est vrai que ça fait partie de cette tendance qui est un petit peu en retrait à l'heure actuelle, on va dire de la science-fiction au sens large du terme, quoi. Mais où tu as une science-fiction en général, comment dire, un peu plus sombre, un peu plus pessimiste sur l'utilisation par l'humanité de la technologie. Et où là, par contre, t'as une non pas une version peut-être utopique, c'est trop fort, quoi. Mais en tout cas, comme disait Raph, le moyen d'essayer de se débrouiller dans la vie avec cette technologie pour en retirer quelque chose de positif et qui te permette de te booster. Là-dessus, le final du film, il est très clair, quoi. Moi, après, je trouve quand même que c'est y a justement une véritable émotion. Je veux dire, il arrive à panacher, mais il le fait très bien, ça, Hosoda en général. Et là, ça prend une ampleur dans le dernier mouvement du film où tu te retrouves avec des scènes épiques dans le monde de You, là, donc, là, ce monde virtuel, avec le dévoilement final, tu vois, tout ça. Et puis juste à côté, il t'enchaîne avec une scène en plan fixe où elle est dans le bus et elle échange des textos avec son père, je crois. Il y a ça, mais surtout le plan fixe dans la gare, là, dans la station. Là, ouais, ça c'est du théâtre. Ouais. Ouais, c'est pas du théâtre avec les entrées de personnages qui viennent, qui arrivent. Mais moi, je pensais, là, après la furia visuelle, là, cet échange de textos où il n'y a quasiment rien qui bouge dans l'image et où en fait le seul truc qui bouge, c'est un petit point blanc qui se rajoute dans la pupille de l'héroïne, puis un deuxième petit point blanc, puis un troisième, et jusqu'à ce que l'alarme finisse par perler, parce que son père, je crois que c'est son père, hein, il me semble, qui est en train de lui dire de très belles choses pour essayer de la pousser en avant, quoi.
et de lui Oui, son donner père confiance. qui la soutient finalement dans sa démarche. Elle décide d'aller aider Un inconnu. un inconnu. On va spoiler. Hein, on Voilà, spoil. voilà. Elle décide d'aider un inconnu qu'elle a rencontré à travers ce réseau social virtuel. Et donc elle part à Tokyo, c'est ça? C'est à Tokyo qu'elle se Ouais, rend. c'est dans la banlieue de Tokyo, Dans la banlieue- entre dans la banlieue Tokyo de et une Tokyo. petite ville, je crois. Et son père la soutient et lui envoie des textos, il parle sur messagerie pour lui dire qu'il est avec elle et qu'il la comprend. Voilà, et Hosoda, il est jamais aussi fort que dans ce type de contrepoint, quoi, tu vois, quoi, où il t'enchaîne, parce que les scènes dans You, graphiquement, sont très complexes, très riches, quoi. Il y a des myriades d'éléments, et puis juste après, il te fait un petit truc comme ça. C'est effectivement, tu cites la scène, elle est remarquable aussi, cette scène qui est longue, hein, avec les 3 personnages comme ça, où il y a beaucoup de choses qui se posent entre l'héroïne, Suzu, et puis une copine à elle, et puis deux autres garçons. Non, il y a vraiment... moi, c'est un film qui m'a constamment, tout en étant, en me rappelant ce qu'était Hosoda, son univers, son talent, tout ça, c'est un film quand même qui est parvenu à me surprendre régulièrement, quoi. Et ce que me fait Hosoda quasiment à chaque film, quoi. Moi, je suis encore plus enthousiaste qu'Arnaud et bien plus que Rafik. Déjà, je voulais juste rebondir sur ton intro, Clémence, le prend pas mal, mais je veux insister là-dessus parce que j'en ai assez d'entendre ça. L'animation n'est pas un genre, ce n'est pas un genre. On peut faire tous les genres et tout type de cinéma avec l'animation. C'est juste une forme filmique tout à fait particulière. Et Hosoda, il l'a prouvé parce que finalement... Enfin, voilà, je vais commencer comme ça. Si on devait cartographier la carrière de Hosoda, je pense qu'il y aura quelque chose de la spirale. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui tourne tout le temps autour des mêmes thématiques, des mêmes fonctionnements, des mêmes mécanismes, voire même peut-être aussi des mêmes sujets sur certains points, mais qui élargit, moi je trouve, son champ d'action à mesure qu'il va. Alors il y a des faux pas, hein. C'est-à-dire que moi je trouve que Le Garçon et la Bête, qui était super hein, quand même, mais c'est un peu en deçà de ce qu'il avait fait auparavant, là où Ame et Yuki, Les Enfants Loups, moi c'était un film que je trouvais totalement bouleversant. Mais du coup, sa mécanique pour moi, Hosoda, c'est qu'il fait partie de ces cinéastes qui me touchent énormément parce qu'il considère que la réalité ne suffit pas à retranscrire la vérité des sentiments. Il a toujours fonctionné comme ça. La traversée du temps, c'était déjà ça. C'est-à-dire que le foisonnement intérieur de l'héroïne ne pouvait finalement se transmettre que dans le pouvoir fantastique qu'elle pouvait acquérir, et du coup cette nouvelle façon d'appréhender le temps et par là même l'environnement qui l'a cerné, et de travailler les interactions avec les autres. Or là, dans Belle, de prime abord, tu peux te dire qu'il y a effectivement un effet presque de redite avec Summer Wars, sauf que je trouve qu'il pousse les potards. Il y a 2 choses pour moi là-dedans, c'est que d'une part, je trouve qu'il pousse les potards encore plus loin, comme vient de le dire Arnaud. Il y a un contraste dans le film qui est vraiment incroyable. C'est-à-dire que tu te retrouves effectivement avec une mise en scène peut-être héritée de Ozu, je sais rien. Il serait intéressant de le confronter avec ça dans le monde réel, avec quelque chose d'extrêmement posé, tenu, et qui travaille du coup, je pense, à mon sens, sur cette timidité qui court dans toute la société japonaise, et qui est un vrai truc social là-bas, enfin, si ce n'est la timidité, en tout cas une pudeur et une véritable retenue, et qui, je pense, aussi parle de plus en plus au monde, et en particulier en France. Moi, je trouve qu'il y a des accointances finalement entre la façon de se comporter au Japon et en France, mais bon, c'est pas le sujet là, je vais pas me lancer là-dedans. Mais du coup, une espèce de lâcher prise totale, à la fois visuelle, aussi au niveau de la mise en scène, dans le monde de U, où là, t'as plus de haut, t'as plus de bas, et t'as une espèce de melting pot plastique qui est absolument ahurissant. Alors je crois que Tom Moore, il a travaillé, je suis pas sûr de ça, mais Tom Moore, parce qu'on n'a pas fait dans ça le temps pour un film, malheureusement, son dernier film à Tom Moore, mais je crois que Tom Moore a collaboré au film, et je me demande s'il a pas justement collaboré là-dedans. Oui, il m'en avait parlé. Mais je crois que c'est le cas, et c'est intéressant en fait qu'il aille chercher quelqu'un comme Tom Moore, qui est complètement dans un autre univers, mais qui est aussi extrêmement cohérent dans le déploiement de son œuvre, pour s'ouvrir les chakras, quoi, quelque part.
Et moi, ce qui m'a énormément touché dans Belle, c'est que c'est effectivement la façon qu'il a de travailler sur ce que ce qu'est la société aujourd'hui, en fait, à l'aune des réseaux sociaux. C'est-à-dire que Hosoda, il n'écarte jamais les problématiques éventuelles des réseaux sociaux, à mon sens. Hein. Par exemple, il parle clairement du harcèlement en ligne, et d'une façon en plus que je trouve extrêmement éloquente, en fait. C'est très frappant, en fait. Mais il a aussi une faculté de te montrer, et dans la continuité de ça, il a aussi une faculté de te montrer les revirements d'opinion et la facilité qu'ont les groupes humains à l'intérieur des réseaux sociaux de changer d'opinion. Il y a une scène, moi, que je trouve ahurissante, mais quasiment virtuose, où il te fait les jeux à cases, là. Oui, une sorte de risque. Oui. De risque comme ça, enfin, c'est les jeux à cases, il y en a plein pour te montrer, en fait, comment tout un établissement scolaire, en fait, peut, en quelques secondes, comme ça, changer totalement d'opinion sur un sujet donné. Moi, j'adore cette scène parce que je trouve qu'il y a il arrive à te trouver déceler une espèce, encore une fois, de vérité humaine à l'intérieur d'un procédé totalement virtuel et ludique, et profondément ludique. La stratégie des relations sociales, en fait. Effectivement, l'héroïne est en train d'essayer de déminer une rumeur à son encontre dans l'école, et avec sa copine, je sais plus le nom de sa proche copine. Elle renverse façon Othello, ou petit à petit. Et donc ça nous est illustré par un jeu de stratégie où effectivement elle place des pions et on voit les cases changer de couleur au fur et à mesure de l'opinion. Ouais. Et c'est une séquence qui est tout à fait, qui est absolument réjouissante. Et sans enlever effectivement à mon attachement avec Ready Player One et à tout ce que je pense de bien, ce qui est dit dans Ready Player One, je suis aussi très heureux parce que enfin, vous allez peut-être me faire mentir, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas ça, en fait. De voir quelqu'un qui te dit mais c'est bien, en fait. Il peut y avoir quelque chose de bon dans ces réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, ça me fait aussi... Mais tout en montrant les travers. Oui, bien sûr, c'est ce que je viens de dire. T'as la scène, elle revient 2-3 fois, là, d'une nana complètement aigrie, là, qui se fait passer sur les réseaux sociaux pour une mère de famille, et puis qui arrête pas de hurler à chaque fois qu'on la rembarre et qu'on la dévoile, et qui arrête pas de dire qu'est-ce qu'elle dit, ouais, je sais plus, elle dit il me harcèle, elle arrête pas de se plaindre qu'on la harcèle. Une passive agressive et qui se choisit un nourrisson comme avatar, justement pour attirer la pitié sur elle, quoi. Mais le truc, moi, qui m'a beaucoup touché, c'est que Arnaud avait semblé avoir un peu de pudeur à utiliser ça, mais ça lui ressemble. C'est quelqu'un de très pudique, Arnaud. Mais il y a un truc d'utopie. Pas quand il a bu. Hein. Je trouve qu'il y a un truc. Non, nous ne parlons pas de son cul ici, mais il y a un truc pudique, en fait, il y a un truc, d'utopie, en fait, dans le film, vraiment, quoi, pour moi. Et ça me fait du bien d'avoir un film qui est à la fois humaniste et utopique. C'est-à-dire que moi, je pense que, évidemment, les vrais artistes, ils ont un rôle pour reprendre un terme justement lié au réseau et tout, de lanceur d'alerte. C'est hyper important, bien sûr. Et tu es un lanceur d'alerte en disant « Attention, ça va pas bien, quoi ». Mais je pense que de la même façon, un artiste a aussi un rôle en te disant « Ça, c'est bien ». Ça, c'est bien. Il y a de la bonté là-dedans. Et te faire croire tout à coup qu'il y a quelque chose qui peut être bon qui sort de tout ça. Je trouve que c'est aussi... ça te réveille autant, en fait. Et cette séquence finale où l'héroïne Belle, dans le monde virtuel de U, se met à nu finalement vis-à-vis du monde pour crier comme ça, lancer cette espèce d'énorme cri d'amour. Elle dévoile, en fait. Moi, mais laisse tomber, quoi. Moi, ça m'a fauché, là, encore. Bon, je vais pas vous refaire le coup de West Side Story et tout, mais c'est vrai que j'ai lâché ma larmichette, je suis rentré chez moi, je m'écoutais la chanson tout le temps et tout. Parce qu'il y a ça aussi chez Hosoda, moi, qui me touche. La version française qui me touche énormément. Mais moi, je l'aime bien aussi. Mais avec Louane, c'est un carnage, je trouve. Mais c'est ça aussi que j'aime bien aussi chez Hosoda et Makoto Shinkai fait ça aussi, c'est que ces gars-là, ils regardent pas du tout de haut, par exemple la J-pop, enfin, en tout cas cette typologie musicale, ils essaient d'en faire jaillir la beauté et la bonté. Et sur moi, en tout cas, alors peut-être que parce que je sais pas, j'en sais rien, mais bon, je vais pas me lancer dans une autre analyse ici, j'en ai rien à faire, mais en tout cas, je trouve que ça
ça fonctionne et ça me fait du bien, quoi. Voilà, c'est tout. Après, si j'ai eu un peu de pudeur à employer le terme utopie, là, comme tu disais, c'est aussi parce que une utopie en général, c'est quelque chose d'assez massif et assez univoque, c'est-à-dire on va vers là, c'est très dirigé. Le film n'est pas univoque, c'est vrai. Ah ouais, je veux dire, il y a tous les contrepoints dont on parle. C'est-à-dire, c'est quelque chose. Et la bête est créée par d'ailleurs les déviances aussi. Voilà. Elle est aussi créée par les déviances. La manière dont ils montrent les justices, là, voilà, je crois, c'est cette brigade ils sont terribles, ces de policiers de l'internet qui font régner l'ordre, et qui le capitaine, à chaque fois qu'il apparaît, il a un mur de sponsors derrière lui. C'est là où ça fait penser à Ready Player One d'ailleurs aussi. La brigade du bien. C'est super. Et donc là-dessus, moi, ce que je trouve aussi touchant, c'est que moi, Summer Wars, c'était jusqu'ici, c'était même si j'aime beaucoup Mirai, mais Summer Wars, c'était vraiment mon soda préféré. Et Summer Wars, c'était un film qui s'adressait avant tout, c'était un film fédérateur, qui cherchait à réconcilier les générations dans l'utilisation de la technologie. Ça, moi, j'en avais pas mal parlé à l'époque avec lui. C'était quelque chose qui le travaillait beaucoup au soda, de voir que les vieux restaient sur le bas-côté et que les jeunes se lançaient là-dedans. Et lui, il disait, ça devrait pas être comme ça, quoi. Et on voit que c'est pas comme ça depuis que le film est sorti. Ouais, c'était il y a déjà 11 ans, hein, tu vois, 11 ou 12 ans. Et là, avec Belle, c'est un film qui, d'une certaine manière, est dans son point de départ, est moins englobant. C'est film qui c'est-à-dire, c'est un film qui se dirige. Moi, je le trouve plus large, justement. Non, mais qui se dirige essentiellement vers un public, et qui est le public des adolescents. C'est à eux qui parlent, quoi. Il y a pas un phénomène d'englobement comme ça de la société entière. C'est vraiment, il se dit avec ce film, je vais vous parler à vous, je vais m'adresser à vous. Et d'ailleurs, c'est toute l'imagerie, toute la musique qui va avec est dirigée dans cette direction. C'est quelqu'un qui, avec ce film, et ça c'est étonnant aussi, je crois que Tom Moore, on en avait parlé avec lui à Cannes cette année, il me semble qu'il m'en avait parlé, mais il y en a un qui a été très important aussi, c'est quelqu'un qu'il est allé chercher au soda, c'est Gene Kim, qui est un animateur de Disney qui est responsable notamment du design de La Reine des Neiges, du dessin animé de La Reine des Neiges. Qui a fait Belle, là. Ouais. Voilà, et c'est lui, au soda, est allé le chercher pour qu'il design Belle, quoi. Le personnage de Belle, l'avatar de Suzu dans le monde de You. Et ça, c'est un apport, je pense, l'animation disneyienne, et notamment l'animation disneyienne moderne, qui n'a pas donné que des bons trucs, quoi, mais il y a quand même Glen Keane à la base, il cite beaucoup Glen Keane aussi au soda. La manière qu'il a d'amener ça dans son univers graphique, je trouve ça vachement intéressant aussi. C'est vraiment un film où il continue sur sa lancée, mais tout en se renouvelant, quoi. C'est vrai ce que tu dis sur l'âge du public visé. Je me rends compte, en même temps que tu en parles, que finalement, dans l'univers de You, on ne connaît pas l'âge des personnes qui sont derrière les avatars. Et dans la vraie vie, on ne montre que des adolescents. On voit très rapidement le père de Suzu, mais sinon, on ne voit pas de personnage adulte. Très rapidement, justement, de la chorale aussi. Il y a la chorale de femmes qui sont un peu... Elles sont importantes, elles, hein, dans le... Elles sont importantes, mais... c'est un peu le cœur grec du récit. Ouais, quand même. Enfin, je veux dire, c'est une base importante. Et juste pour terminer, et je repasse la parole à Raph tout de suite, mais juste parce que c'est pour rebondir directement sur Arnaud, il y a un truc aussi sur Summer Wars. Moi, j'aime beaucoup Summer Wars, mais au soda, il avait eu des problèmes sur Summer Wars. Il avait dû changer notamment son dernier acte parce qu'il avait un problème d'ampleur, justement, qu'il n'avait pas vraiment réussi à résoudre. Et moi, je trouve que ça se sentait un peu dans Summer Wars. J'ai toujours eu un problème avec le dernier acte du film. Et là, justement, je trouve qu'il a réussi à replacer, comment dire, il y a une cohérence en fait dans l'échelle d'action du film que je voyais moins en fait dans Summer Wars, qui me semblait moins évident. Et Raph, tu voulais dire un truc? Oui, non, je rebondissais sur l'histoire du cœur grec, qui effectivement, elles sont pas là longtemps en termes de durée de présence, mais par contre, elles ont une importance réelle, puisque ce sont elles qui portent un des secrets du film. Mais en fait, moi, quand je parlais de mes réserves vis-à-vis du film, je parlais du côté artificiel, et notamment dans sa structure narrative. Alors c'est du pur ressenti, ce que je vais dire là, mais il y a, désolé pour le spoil, mais bon, il y a un trauma originel dans ce récit, qui est la mort de la mère de l'héroïne lorsqu'elle a 6 ans. Donc sa mère se sacrifie en fait pour un inconnu. Elle perd la vie en sauvant un gamin, elle y perd la vie. Et
juste avant, en fait, on a eu droit à quelques vignettes qui nous traduisent en fait l'attachement qu'elle a avec sa mère. Alors, il est très doué pour trouver justement ces instants de vie qui en 3 secondes te vendent du réel, en fait, quelque chose de l'ordre du vécu. Mais déjà, en voyant ces instantanés, je sentais qu'il allait nous mener au drame. Donc j'ai eu le drame juste après, et du coup il a eu aucun effet émotionnel sur moi. Et je l'ai vu comme un artifice de narration déjà. Donc j'étais mal barré. Enfin je suis mal rentré dans le film déjà à cause de cette séquence là. Mais ce genre d'artifice, en fait, je l'ai vu revenir régulièrement. Il a besoin à un moment donné d'aller dans une direction. Dans le rapport qu'il introduit donc entre la Belle et la Bête, donc qui est ce dragon, Dragon. Qui s'appelle Dragon, qui est donc un personnage devenu légendaire dans cet univers parce que tout le monde, il se bat contre des tas d'individus. Il se bat et que personne n'arrive à le battre et personne ne sait qui il est. Donc le mystère est entretenu autour de lui. Lorsque dans la scène que tu as gentiment spoilé, donc lorsqu'elle finit par décider de s'auto-doxer en fait, en révélant son vrai visage à la foule, le truc que je me demandais pendant toute la séquence, c'était en quoi ça va aider les choses. C'est-à-dire en quoi le fait qu'elle se révèle va aider cet enfant, puisqu'en fait on découvre qu'évidemment Dragon, c'est un enfant qui souffre à l'autre bout du pays. Ça lui fait une belle jambe qu'elle chante devant tout le monde. Enfin, tu vois, c'était. Moi, c'est dans le film quand même, Raph. Moi, je trouve. Le personnage, c'est un personnage qui se cache justement et qui utilise son avatar sur Internet parce qu'il a une vie terrible, quoi. On le comprend à la fin. Et en fait, elle comprend, et c'est même son ami d'enfance à elle, qui le lui fait comprendre d'ailleurs. Qui est un garçon assez posé et qui voit les choses, quoi. Que ce garçon-là ne se dévoilera, le dragon ne se dévoilera que si elle se met à nu d'abord, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui est terriblement en manque d'intimité, de vérité, et qui refoule tout ça, quoi. Il y a une question de confiance réciproque pour réciproque. l'empathie du truc. Enfin, je sais pas, moi ça m'a semblé complètement évident, quoi. Moi, tu vois, ça m'a pas semblé du tout évident. Ça me semblait effectivement forcé, justement pour nous mener à ce point de résolution du parcours personnel de l'héroïne, qui justement n'arrive pas à être elle-même et qui du coup s'accepte telle qu'elle est à ce moment-là. Donc en fait, j'ai ressenti comme ça des moments où on forçait un peu les choses, et à côté de ça, il y avait des débuts de réflexion qui sont pas menés à terme, alors que moi, du coup, personnellement, il m'intriguait. Et principalement, cette idée que la douleur puisse être un moteur de l'exceptionnalisme, puisque les personnages exceptionnels dans cet univers, qui sont donc l'héroïne, Belle et ce garçon Dragon, qui nous est montré comme vraiment un personnage dingue, hein, voilà. Ce qui fait qui puisse briller autant aux yeux des autres, c'est la douleur cachée en fait qui porte en eux. Et ça, je le trouve du coup pas vraiment travaillé, cette question je dirais hiérarchique en fait, de l'exceptionnalisme, surtout de la part d'un artiste même, Raph, extrêmement sensible. Tout l'aspect je comprends ce que tu veux dire et ton ressenti, mais tout l'aspect par exemple de design du personnage de Dragon, quoi, sa cape avec ses taches dessus, oui, qui sont vécues qui sont montrées comme des cicatrices, tu vois, toutes ces choses-là. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est là. Oui, quoi, oui, bien sûr, mais il s'engage pas dans la voie de en quoi la douleur est un moteur qui te permet de sublimer les choses en fait. Et là je me mets dans la position d'un artiste qui est en train de nous faire un film, c'est-à-dire de quelqu'un qui est probablement lui-même porte d'énormes douleurs et d'énormes souffrances en lui, qui sublime dans son art, mais qui n'en vient pas à se dire mais ça nous place comment par rapport au reste de l'humanité en fait, le fait que nous si, il te le montre clairement, le fait qu'il soit ostracisé, enfin je sais pas, et en plus je pense que le propos est inverse. En fait, lui, ce qui l'intéresse là, c'est de montrer l'inverse, c'est de montrer à quel point une foi, une bienveillance, en fait, peut être un vrai moteur et une énergie. Ouais, puis encore une fois, c'est un film qui s'adresse aux adolescents pour leur dire vous pouvez avoir du contrôle sur votre monde, prenez-le, quoi.
Et après, c'est peut-être difficile de trop... Moi, même si je trouve que ces thématiques sont présentes, mais le fait qu'elle t'ait manqué à ce point-là, c'était peut-être difficile d'aller dans cette direction avec un tel projet, quoi, tu vois, quoi, d'insister là-dessus, quoi. Sur cette idée de la transformation de la douleur en beauté. Et aussi, parce que donc, en interview, il dit que s'être inspiré de l'histoire du poète qui se transformait en tigre, donc cette espèce de version japonaise de la métamorphose de Kafka, qui est un récit en fait sur qui raconte la difficulté d'un mec à rester humain en fait. Et ça aussi, je trouvais que c'était un fil intéressant, oui. Tu parles de douleur qui se transforme en beauté, mais dans le cas de Dragon, soit, mais dans le cas de Belle, moi je suis pas d'accord avec toi, parce que Belle, justement, c'est la douleur qui fait qu'elle n'arrive plus à chanter dans la vraie vie. Donc à aucun moment, ça va la pousser vers ça. Oui, mais c'est cette douleur-là qui est transformée quand elle rentre dans l'univers de You. Alors, c'est parce que cet univers virtuel lui permet d'exprimer finalement au fond d'elle qui elle est, ce qu'on n'a pas dit, mais c'est que les avatars qui les représentent, les personnes ne les choisissent pas. C'est le programme qui va déterminer automatiquement quelle est ton apparence. En fonction de ce que tu portes en toi. De ton caractère, de tout mais même de tes traits physiques. Enfin, là, c'est les intelligences artificielles là, qui balayent tout ton être. Voilà, en fonction de ton toi profond. Mais la voix de Belle, qui est la source principale de beauté. Ok, le personnage, l'avatar est très joli, mais c'est quand même sa voix qui est mise en avant tout. Sa voix, dans la vraie vie, elle n'existe plus. Elle est mutique. Elle ne chante plus depuis que sa mère est morte. Donc, le programme lui permet d'exprimer ça. Et je vois pas en quoi ça met la douleur, ça porte la douleur de façon... Ça pose la question du rôle que la douleur remplit dans la capacité de sublimation, justement, qui est au propre de la création artistique. Parce que Dragon, le personnage de Dragon, c'est une création artistique aussi. Je suis d'accord, mais le personnage de Belle chantait avant que sa mère meure. Oui. Donc, du coup, c'est pas la douleur qui est la cause de sa belle voix. Ouais. Mais tu comprends aussi le fait que moi, j'ai vu un début d'avancée dans une direction en nous isolant ces deux cas spécifiques, parce que les autres personnages du cast, leurs avatars, ils sont passe-partout, en fait, dans le récit. Et d'ailleurs, c'est bien de noter aussi qu'il y a très peu d'avatars humains en dehors de Belle et en dehors de la ligue des héros du bien là. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais le chef des héros, des super-héros de justice. Voilà, Justice. Ouais. Sa mimique et son look me semblent calqués sur un jeu vidéo de Capcom qui s'appelle Ace Attorney, Phoenix Wright. Voilà, avec c'est qui est devenu un mème assez célèbre du gars qui porte le doigt accusateur avec voilà, il a la même coupe de cheveux, etc. Voilà. Bon, après, c'est des super-héros. Hein, oui, non, mais je pense qu'il y a un jeu aussi de connivence avec le public autour de ça. Enfin, voilà. Mais moi, j'ai eu l'impression à plusieurs reprises qu'il y avait vraiment des tentatives J'ai l'impression que tu as attendu un autre film que ce que Osoda voulait faire, en fait, Rafik. C'est ça que j'ai du mal. C'est là où j'ai eu beaucoup de mal à te suivre, en fait. C'est que j'ai l'impression que tu espérais autre chose au regard de ces machins, alors que moi, je m'attendais pas du tout à... Enfin, je m'attendais pas à grand-chose, je crois. Et je m'attendais à avoir un beau film, parce que c'est Osoda et que je l'adore, quoi. Mais j'y suis pas allé avec une idée préconçue ou quoi que ce soit. Ouais. Par contre, il m'a quand même extrêmement, encore une fois, surpris, parce que je pense que encore une fois, son propos sur le truc n'est pas une... En fait, c'est justement pas de montrer... Pour lui, la douleur n'est que l'expression d'un... comment dire les choses, en fait. C'est du pur négatif, dans le sens où s'ils sont grands, ce n'est pas par leur douleur. C'est par la bonté qu'ils portent, qui est ensuite... comment dire... sublimée et transformée à l'intérieur de lui. Je sais pas si je suis clair là-dedans, quoi. C'est un peu confus, là, mon truc. Bon, on est un peu dans la haute philosophie, là. Mais non, mais voilà, c'est ça, tout à fait possible que j'attendais un autre film, et j'ai l'impression que le film que j'ai vu m'annonçait aussi ces choses-là à plusieurs reprises, et qu'il a fait le choix de pas y aller. Mais du coup, il y a les deux moments qui devraient être des moments d'intense émotion pour moi, qui sont donc la mort de sa mère et le moment où elle se dévoile au public, me sont apparus comme des artifices de narration. J'ai pas du tout été transporté par ces moments-là. Et en plus de ça, j'ai une grosse réserve sur la mise en scène
du personnage de Belle, donc dans le monde virtuel de You, parce que je voyais systématiquement les mêmes travelling circulaires sur son visage, qui se terminent par un travelling arrière sur son dos lorsqu'elle fait un grand mouvement, etc. 5 ou 6 fois, il refait exactement ce même travelling circulaire. Tu citais tout à l'heure la série Sailor Moon sur laquelle il a débuté. Enfin, je veux dire, c'est clairement du Sailor Moon-like, hein, les apparitions de Belle, mais j'étais surpris qu'il ne cherche pas de nouvelles façons en fait de tourner autour d'elle, alors qu'il y a beaucoup plus je trouve, hein, de créativité sur la façon avec laquelle il tourne autour du personnage de Dragon, par exemple, quoi. Mais voilà, mais quand tu t'empares d'un mythe comme La Belle et la Bête, après Belle, c'est dans l'univers de You, c'est un point de mire vers lequel tout le monde converge, quoi. Littéralement, il y a même des scènes où avec des agglomérats comme ça, que tout le monde fasse exactement le même travelling autour d'elle, c'est pénible. C'est un point fixe, c'est un point référent. Dragon, c'est une fuyante constante, quoi. Tu vois, quoi, qui passe, comme une comète qui repasse, qui traverse les matières, les trucs comme ça. Après, moi, enfin ouais, je sais pas, peut-être tu voulais finir là. Non, que le mythe de La Belle et la Bête, c'est un mythe à plusieurs niveaux, comme tous les mythes d'ailleurs, et que j'ai pas non plus l'impression qu'il en ait exploré. Je vais pas dire la subtilité, mais la complexité. Justement, tout ce qui veut donner de bien, c'est-à-dire, encore une fois, il est obnubilé par l'idée d'offrir à la jeunesse, et je pense surtout à la jeunesse japonaise, quelque chose, un espoir, une façon de... voilà. Donc pour ça, c'est très bien, c'est très positif, mais t'as envie de dire, mais il y a tellement d'étages qui sont portés potentiellement par ton récit, que tu choisis donc de ne pas explorer. Et ça m'a manqué. Ouais, le film est déjà tellement dense, mais alors déjà, moi je trouve pas que le récit original soit laissé pour compte, mais en plus je trouve que le film est déjà tellement dense que j'ai pas besoin de ça. Justement, il y a aussi, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais moi ce que je trouve vraiment magnifique dans le film, quoi, on aurait pu dire s'il avait une approche monolithique au Soda, on serait allé de la réalité vers le virtuel, avec toujours cette confiance, avec une confiance inébranlable dans le virtuel et ce qu'il peut apporter aux enfants. Et en fait, il n'y a pas ce discours-là monolithique. Il y a toujours une manière de faire interagir la réalité et le virtuel avec beaucoup de subtilité, parce que la réalité garde, par exemple, sa charge de poésie. Il y a des scènes de pure contemplation où elle compose une chanson en écoutant le bruit des oiseaux dans la nature, le bruit de la rivière. Très bien fait cette scène. T'as même, ça paraît aberrant, mais il y a Kosoda pour arriver à faire ça. T'as des scènes d'une trivialité qui débouchent sur de la poésie. T'as une scène où à un moment elle est au bord de la rivière et elle vomit et il arrive à te faire un truc éthéré et beau avec ça. C'est super. Moi c'est celle-là, j'adore cette scène. Je précise, le vomi tombe dans l'eau en fait et du coup ça fait des reflets. Voilà, et tu te dis putain, j'avais jamais vu ça dans un film d'animation. Et le truc, c'est qu'au final aussi, par exemple, le garçon qui est Dragon, quoi, est un garçon donc qui est en souffrance parce qu'il absorbe la souffrance des autres, notamment de son petit frère, et il prend tout ça sur lui, quoi. Et moi, l'idée que j'ai trouvée très belle, justement, c'est que ce garçon, en fait, assiste au dévoilement de Belle dans You. Il y assiste, quoi. Mais en fait, il le formule, d'ailleurs, à un moment, il le dit et il le fera. Il ne croira réellement au dévoilement de Belle et à l'incarnation de sa réelle identité qu'en la serrant dans ses bras. Il le dit à la fin, quoi. Donc, il y a constamment un aller et un retour comme ça entre le virtuel et entre le réel, sans que l'un et l'autre ne s'annulent ou ne se combattent, quoi. Voilà. Après, on peut penser ce qu'on veut sur, je ne sais pas moi, sur la virtualité, sur l'intelligence artificielle, sur les trucs terribles qu'on voit venir par certains aspects dans notre monde moderne. Mais il a son point de vue, c'est vraiment bien fait, c'est bien pensé, c'est bien amené, c'est un truc plein vraiment, quoi, qui ou en tout cas pendant 2 heures, parce que le film dure un petit peu plus de 2 heures, j'ai été converti à ça, quoi, tu vois, et même si c'est pas l'approche que j'ai du truc, quoi, en général. Moi non plus, d'ailleurs. Ça m'a converti pendant 2 heures, et c'est ça qu'on demande à un film, quoi. C'est sa puissance de conviction. Oui. Et puis là où c'est un peu compliqué, en plus, Raph, ton point de vue, c'est que je pourrais l'entendre, en fait, toutes ces critiques et tout, si le film en lui-même était un peu... S'il y avait une certaine vacuité, en fait, dans le propos. Je suis pas en train d'annuler tout ce que vous avez dit sur le film. Et si le film ne proposait pas 10 milliards de trucs, quoi. Donc, partant de là, entendre que le film
alors qu'il puisse manquer de finesse ou que tu aies vu des artifices de narration qui t'ont empêché en fait de rentrer pleinement dedans, oui, ça je l'entends évidemment, je le reçois totalement comme aussi une expérience qui est très subjective en fait vis-à-vis de l'œuvre. Mais ce qui est pour moi un peu plus difficile à comprendre dans ton point de vue, c'est de reprocher que ce film déjà plein comme un œuf, à mon sens extrêmement généreux également, manque et fait des choix en fait. Que le mec il est décidé de non, c'est mon histoire. Son histoire, c'est pas forcément. Je pense que par exemple, pour rebondir sur la façon qu'il a de se réapproprier le récit original, c'est pas. Je pense pas que ce soit son but en fait. C'est un support, c'est un tremplin pour raconter autre chose. Mais il est pas en train de te faire un truc sur le mythe de La Belle et la Bête. Donc évidemment, il en parle. Moi, je trouve que ce qu'il fait avec, c'est très correct, c'est très bien. Mais c'est pas une thèse là-dessus, quoi. Non, c'est quand même, ça occupe une certaine place. Hein. Je parlais de son rapport à Disney sur ce projet-là. Je veux dire, il te refait la scène du long métrage Disney avec le bal qui même se termine dans le cosmos, là, tu vois. Quoi. Enfin, il y a des motifs comme ça qui reviennent. Je rebondissais surtout à ce que disait Raph là-dessus, là, sur ce non, mais parce que peut-être aussi que par rapport à La Belle et la Bête, j'attendais de la part du peu que je sais d'Osoda une forme d'introspection à travers ça. Je sais pas si c'est un mec qui se livre trop aussi, en fait. En tout cas, non, mais je parle aussi du truc de la souffrance et tout. Voilà, parce que j'ai joué le rôle du méchant durant ce récit. Je tiens à préciser que tout ce qu'ont dit Arnaud et Julien est vrai. Le film est sensible, il est humain, il cherche en tout cas, du moins, à saisir cette humanité, que ce soit dans le monde virtuel ou dans le monde réel. C'est vraiment les moments les plus distincts du film sont ceux où tu touches du doigt ces émotions sur lesquelles tu as parfois du mal à mettre des mots. Sur ce que disait Julien à l'instant, moi j'ai toujours trouvé qu'Osoda c'était justement quelqu'un qui soudait dehors, même quand tu le rencontres physiquement, et puis ses films sont comme ça. C'est quelqu'un où, effectivement, de prime abord, tu te dis, oulala, c'est quelqu'un de très introverti, de très timide, tu vois, des trucs comme ça. Non, il est très avenant. Et en fait, qui te dit plein de choses, quoi, tu vois, qui va plein pot, et quand il y va vraiment. Moi, je sais que j'avais été étonné, la première fois où je l'ai rencontré, il est allé très vite à me parler de son passage chez Ghibli, mais au moment, en fait, où il était en charge de la réalisation du château ambulant, et où il s'est fait dégager du truc, Miyazaki a repris le projet et tout. Et je me rappelle même qu'à l'époque... C'est un trop grand réalisateur pour Miyazaki pour qu'il puisse accepter un nouveau comme ça, je pense. Mais à l'époque, il était pas encore très connu en France, Osoda. Et je me rappelle que ça avait séché tout le monde, notamment sur les forums, sur Internet, cette manière qu'il avait dans l'interview de dévoiler les coulisses du truc, alors qu'en général, bien souvent, les animateurs japonais, notamment sur ce qui se passe chez Ghibli, tu vois très bien qu'ils disent on va pas en parler, quoi. C'est voilà, bon, bref. On est trop long, c'est ça que tu veux dire? Alors voilà, on commence à être un petit peu long. Enfin, c'est surtout, je vois Alain qui fait des signes et qui dit qu'il faut Alain couper. Alain s'impatiente. Mais non, mais c'est vrai qu'après, ça lui fait du boulot. Et on voudrait pas non plus le surcharger. Il a coupé son micro, mais il nous insulte pendant qu'on fait le truc. Quoi. Mais en tout cas, au global, une très belle météo pour Belle. Si vous voulez vous faire votre propre avis, bien Belle de Mamoru Hosoda est sortie en film ce 29 décembre. On ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé du film du moment. Et quel que soit votre avis, ça nous intéresse. Pour nous partager ça, c'est très simple. Il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. Ça, le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Arnaud, Julien, Rafik, merci. Merci Clémence. Merci Clémence. Merci Alain également. Merci Alain. Merci à vous, merci Arnaud d'être venu. Clémence, on n'a pas fait remarquer que Clémence c'était notre Belle à nous. Oh. Alors, oh là là. Mais qui est la bête? On va les laisser Arnaud. Moi c'est Alain, ma belle à moi. Et moi je suis seul, comme d'habitude, voilà, comme un con. Je mets mon thermos, quoi, voilà. Et ben moi, mes belles et mes beaux, ce sont les auditeurs qui nous écoutaient chaque semaine et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Merci à vous. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et puis ça vous a plu,
Si ça vous a plu et que vous voulez nous encourager, que vous voulez d'autres émissions de qualité, n'attendez plus. Rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître, parler de nous à vos amis, relayer nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On compte sur vous. Allez. Très important les étoiles sur les applis de podcast pour remonter un peu dans les classements. Dans les classements et être vu. Absolument. On est plutôt pas mal vu, je crois. On est plutôt bien vu. Pas trop mal. Allez, on vous laisse. On se retrouve dans une semaine. Salut. Pas là, y a rien